Nous sommes le jeudi 22 février 2024, ici Danick Julien et votre bulletin d'information Info, c'est JSR. La Vallée-Bras-du-Nord reçoit d'importantes aides financières pour la mise en place de ski de montagne. Le SES Accueil de Saint-Raymond est de nouveau en opération dans ses nouveaux locaux. Artefact Urbain, l'entreprise d'événementiel de Saint-Casimir, déménagera à Saint-Marc-des-Carrières. Nous discuterons du défi aux entreprendre avec Diane Martineau. Et nous discuterons également avec l'entreprise Pop Media qui a récolté des fonds pour le camp. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, messieurs, bonsoir. Avant toute chose, CJSR désire vous informer de nouveaux services s'offrant à tous les Portnevois pour être mis au courant davantage au niveau de l'information dans la région. En effet, à partir de maintenant, une infolettre est disponible pour tous. Elle est accessible directement sur nos réseaux sociaux, tout comme sur notre site internet cjsrtv.com. Il suffit de mettre son adresse mail et ensuite vous allez être à chaque vendredi mis au courant des informations de la semaine. Donc directement après le bulletin d'info CJSR, l'infolettre sera envoyée une fois par semaine avec les nouvelles et ainsi des raccourcis pour accéder directement aux entrevues et aux reportages qui ont été présentés dans l'émission Info CJSR. L'infolettre est mise en place par mon collègue Aubert Tremblay. Donc, la Vallée-Bras-du-Nord de Saint-Raymond augmente son offre de produits alors que lors de l'hiver, une nouvelle activité sera accessible aux amateurs de plein air. On parle du ski de montagne. Frédéric Asselin, le directeur général de la Vallée-Bras-du-Nord, affirme que le projet de rendre accessible à approximativement 50 hectares aux amateurs de ski de montagne est en développement depuis plus d'une dizaine d'années. Voici M. Asselin concernant ce qu'est cette variante du ski. Qu'est-ce que c'est le ski de montagne? Eh bien, c'est simple. C'est un ski normalement alpin normal, avec une fixation différente qui permet, là j'en ai amené un modèle ici, qui permet vraiment avec des pots qu'on vient apposer ici à l'arrière, de pouvoir monter en détachant le talon. Donc on monte un peu comme en ski de fond. Ça permet d'avoir une grippe. Quand on arrive en haut, on enlève les pots, on clippe le talon, puis on peut descendre. Donc ce qu'on aménage, c'est environ plus de 50 hectares d'aménagement d'une forêt, de plusieurs secteurs, principalement un secteur en particulier, mais plusieurs autres secteurs. Ça va faire de la Vallée-Bras-du-Nord une destination de premier plan au Québec pour la pratique du ski de montagne. 50 hectares, ça représente un énorme terrain de jeu. Pour la Vallée-Bras-du-Nord, il était important de se positionner comme un acteur majeur de ce sport. Voici à nouveau M. Asselin. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est normal pour la Vallée-Bras-du-Nord d'opérer l'hiver. C'est normal de mettre en valeur, de bien le faire, de mettre en valeur le ski. Ça permet d'augmenter la durée de séjour au niveau des hébergements. Puis comme le disait si bien Vincent,
La vallée, c'est aussi une locomotive pour plusieurs autres acteurs touristiques qui investissent dans leurs produits. Donc, c'est pas juste ce que la vallée Bras-du-Nord investit, c'est par exemple, les chalets locatifs qui peuvent se construire. Donc, ça permet d'avoir une attractivité l'hiver, de produire un produit comme ça, comme le ski, d'augmenter la durée de séjour, d'initier les jeunes de la région de Saint-Raymond à la pratique de cette activité-là. C'est une activité qui est beaucoup plus cardio de façon générale parce qu'on doit monter en haut des montagnes avec nos propres skis et non en chaise. Pour le député de Portneuf, M. Vincent Caron, la vallée Bras-du-Nord apporte beaucoup de bienfaits au niveau économique à l'ensemble de la région. C'est pourquoi cette dernière a obtenu une aide financière, en fait des aides financières qui totalisent 550 000 $ de la part du ministère du Tourisme. Le voici détaillant le financement ainsi que la vision du gouvernement au niveau du tourisme. Donc il y a une partie de ce financement, 100 000 $, qui sont consacrés au développement de pistes ou de secteurs de ski de montagne, et ainsi qu'un montant qui est dédié à la construction d'un bloc sanitaire pour le camping et un réseau d'aqueducs dans le secteur Chanal. Là aussi, Frédéric va pouvoir vous donner un petit peu plus de détails techniques tout à l'heure, mais on parle de progrès majeurs en termes de confort pour l'ensemble des usagers de la vallée. Ça se fait en cohérence avec la volonté de notre gouvernement de développer un maximum d'activités en tourisme 4 saisons, et le tourisme hivernal fait partie des grands axes sur lesquels on veut y travailler. Portneuf et la région de la capitale nationale ont un grand rôle à jouer, et puis on va continuer de travailler pour que notre place, qui est déjà bien prise, bien occupée, eh bien le soit plus encore, parce que notre but, c'est de faire de la région de Québec une destination hivernale de calibre international. Lors de la conférence de presse de lundi, le maire Claude Duplain a pris la parole pour signifier que la vallée Bras-du-Nord correspond à 100% à la vision d'ensemble du conseil municipal concernant ce qu'il faut faire pour l'avenir de Saint-Raymond. M. Duplain s'est réjoui de voir que la vallée se développe davantage. Le voici. La vision d'ensemble de la ville inclut le Bras-du-Nord, mais c'est un organisme qui est autonome. Ce qui reste à la ville, je pense, à nous, c'est de devoir se raccorder à ce que la vallée Bras-du-Nord fait, à ce que le club de motoneige fait, à ce que la ZEC fait, à ce que toutes les grosses infrastructures, parce qu'on veut, dans le fond, là, on se mentira pas, si nous autres, Saint-Raymond, on est un gros terrain de jeu. Il faut savoir le développer. Et le sport de proximité, pour nous, est excessivement intéressant. Quand je parle des infrastructures, on a juste ici en arrière ce qu'on appelle la savane, qui était en train de se développer bénévolement. Et les principaux développeurs, à cause de leur âge et pour d'autres considérations, commencent à laisser tomber. Mais là, la ville, on se dit, on ne peut pas prendre en charge complètement. Mais ce qu'on peut prendre en charge, la ville, ce sont les petites infrastructures que ça prend pour faire fonctionner la savane. Concernant l'aménagement du ski de montagne, M. Frédéric Asselin, DG de la vallée, nous confirme que le tout pourrait être opérationnel assez rapidement. On parle de l'hiver 2025. Ce soir, jeudi 22 février, se tient le défi tête rasée de l'EUCAN organisé par l'entreprise portneuvoise Pop Media. L'objectif de base de la campagne, c'était de récolter 10 000 $. L'objectif a été hautement atteint, comme plus du double de ce montant ont été amassés lorsque j'ai regardé hier sur la campagne de financement. Pour parler de ce qui a poussé Pop Media à se lancer dans le défi, j'ai réalisé une entrevue un peu plus tôt avec les principaux intéressés. Voici cette entrevue. Nous rejoint en studio Pascal Garneau, Alexis Trudel et Pierre-Olivier Paquette pour parler de l'EUCAN Portneuf. Bon, Pascal et Pierre-Olivier sont coprésidents d'honneur pour l'EUCAN. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. En fait, on préenregistre cette entrevue-là parce que dans quelques heures, vous allez être justement en train d'opérer l'EUCAN Portneuf. Pierre-Olivier, pourquoi Pop Media s'est engagé dans cette cause-là? Pour la simple et bonne raison que c'est une cause qui nous tient à cœur. C'est une cause qui a toujours sorti... ça a tout le temps sorti de l'ordinaire. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait
voulait faire depuis longtemps. Puis ça date pas d'hier aussi qu'on ramasse pour le camp. On a fait beaucoup des tournois de balles molles pour le camp. Puis on s'est fait approcher par le camp Portneuf pour être président d'honneur vraiment avec notre entreprise Pop Media. Ouais. Puis on a embarqué vraiment là-dedans à 100%. Puis on est fiers de présenter cette cause-là. Et justement, Pascal, vous avez approché quand même plusieurs participants. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour ça? Bien, disons qu'on avait quand même un champ de connaissances assez étendu dans Portneuf. Je pense que c'est une des bonnes raisons pour lesquelles on s'est fait contacter par le camp d'ailleurs. Donc, grâce à ces contacts-là, justement, on a pu mettre en place la distribution des calendriers de Leucan, justement, qu'on a pu distribuer avec plusieurs points de vente partenaires participants qui ont accepté, là, justement, dont Dépanneur Duplain et compagnie. Donc, ça a été... Vous aviez quand même comme objectif, au départ, c'était un objectif de 10 000 $. Vous l'avez écrabouillé, cet objectif-là, dans le sens qu'on a ramassé beaucoup plus. Là. Je regardais, vous avez dépassé le 20 000 $. Donc, est-ce que ça dépasse vos attentes? Oui, bien écoute, Saint-Raymond, c'est ça. C'est une communauté, on s'est soutenu là-dedans. Puis, on est rendu à 25 000. Puis, l'événement de ce soir devrait rapporter encore plus. On est vraiment content d'avoir des partenaires solides, justement. C'est ça, Saint-Raymond, c'est la croquée, je ne veux pas toutes les nommer, là, parce qu'il y en a beaucoup là, qu'on a vu, là, mais c'est les restaurants du coin, Alexis, puis chaque entreprise contribue de sa façon pour ramasser des fonds vraiment. Là. Donc là, l'événement de ce soir, c'est le moment là, où la coupe de cheveux, là, on en est là. Oui, à ce soir, c'est vraiment le défi tête rasée, fait qu'on va tous être coco, vraiment je pense qu'on est 15 ou 16 participants à se raser, il va y avoir plusieurs vagues, fait que c'est au centre multi, on attend à peu près un petit peu plus que 200 personnes. Et pour amasser ces montants-là, il y a eu plusieurs moyens de faire des collectes de fonds. Alexis Trudel, qui est avec nous, en a fait. Alexis, est-ce que tu peux nous parler un peu? Absolument. Nous, dans le fond, moi personnellement, la manière que je trouve que c'est le plus simple de ramasser de l'argent, c'est dans l'événementiel, c'est là-dedans que j'ai le plus de connaissances. Donc, moi, ce que je fais, j'organise des événements, souvent des activités sportives, dans le but de rassembler les gens. Fait que là, tout le monde, ils participent à l'événement, ils ont du plaisir, puis à ce moment-là, tout ce qu'ils achètent un peu sur place, soit dans un bar, dans une petite cantine, il y a de l'argent qui est remis après ça à la cause. Dans le fond, les profits, c'est tout ramassé pour la cause. Puis c'est ça, en rassemblant les gens, ça fait qu'on a beaucoup de monde. Puis souvent, les entreprises, ils sont plus... ils veulent embarquer là-dedans parce qu'ils ont de la visibilité. Okay. On leur offre on demande des commandites pour offrir de la visibilité, dans le fond, aux entreprises. Puis le monde y offre soit des dons en argent ou soit il offre des prix qu'on fait tirer. Les gens achètent des coupons, puis à ce moment-là, on met tout l'argent dans la cagnotte, puis on fait tirer, dans le fond, les prix pas aux gens. Donc, dans l'événementiel, on parle de gagnant-gagnant, et puis... Tout le monde est gagnant, c'est ça. Et puis, justement, vous avez fait un tournoi de balles, je pense. Vous avez fait quand même plusieurs choses. Oui, c'est ça. On n'est pas à notre... comment on dit ça? C'est pas la première fois. On n'est pas à notre première fois, c'est ça. Fait qu'on a organisé le tournoi de balles. Le tournoi qu'il y a eu dans le temps des fêtes, le tournoi Jouer pour la cause, qui avait déjà été organisé avant. Fait qu'il y avait déjà eu un événement comme ça. Fait que le monde, ils ont rembarqué là-dedans. Ils savaient déjà un peu à quoi s'attendre. Fait que on sait qu'on avait eu une belle réussite en 2019, si je ne me trompe pas. Fait qu'en 2023, ça a été encore une très belle réussite. On a ramassé pas loin de 7 000 $ pour 3 causes différentes. On a remis 2 300, 2 400 $ pour le camp cette année. Pierre-Olivier et Pascal, voir justement des personnes qui mettent épaule à la roue comme ça doit être quand même bien là, pour vous qui êtes les co-porte-parole et le président d'honneur de ça. Ça doit être bien de voir ça. Oui, vraiment. Écoute, c'est beaucoup de clients à nous. On travaille déjà avec eux. Souvent, fait que, écoute, ils ont tout embarqué vraiment là-dedans. Comme je te dis tantôt, je voulais pas toutes les nommer parce qu'il y en a beaucoup, là, mais pratiquement presque tous les restaurants à Saint-Raymond ont embarqué là-dedans de leur façon. Puis c'est sûr que c'est une reconnaissance quand même. C'est un lien de confiance qui s'établit aussi avec avec nos clients. Puis c'est des amis maintenant. C'est vraiment cool de voir ça. Là. Alors, je vous remercie. On vous souhaite justement une bonne soirée parce que ça va se passer là, au même moment que l'émission va être diffusée. Merci à vous trois d'avoir été des nôtres là, pour parler de Leucan Portneuf. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.
Il faut rappeler que les organisateurs de l'EUCAN, qui se passe à Saint-Raymond, voulaient quand même soutenir que c'est grâce à l'effort de tous que ce résultat, aussi positif soit-il, a été possible. Le SOS Accueil de Saint-Raymond reprend graduellement ses activités alors que le nouveau bâtiment est désormais terminé. J'ai moi-même pu visiter les installations ce mercredi. J'ai discuté avec la présidente Reine Caillé. Voici cette entrevue. Le SOS Accueil de Saint-Raymond est désormais réouvert à la population alors que les bénévoles ont pu, dans les dernières semaines, réaménager leurs tout nouveaux locaux. Les bénévoles et Reine Caillé, la présidente de l'organisme, se réjouissent de ce changement. Très heureux, je vous dirais. Toute l'équipe a travaillé très fort et je veux dire, le fait, on trouve, là on est en période de rodage, que je dirais, mais par contre, on est très heureux parce que tout se déroule sur le même plancher, ce qu'on n'avait pas avec les autres bâtisses. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment agréable. Alors, tous les jours, on découvre plein d'agréments, je dirais. Les citoyens de Saint-Raymond et ses environs étaient bien prêts à redonner du matériel au SOS Accueil afin d'aider l'organisme à se refaire un inventaire. Les bénévoles du SOS Accueil ont été au rendez-vous afin de répondre à la demande. Alors, l'entrée de matériel, c'est sûr que les gens avaient accumulé depuis qu'on était fermé, depuis le mois de juin. Alors, on est très conscient que tout le monde voulait aussi vider leur garage, vider leur sous-sol. Alors, c'est sûr qu'on a eu à gérer beaucoup d'entrées. On a la trappe dehors. Peut-être tantôt, on pourra faire une vision de la trappe. Alors, j'invite les gens à utiliser la trappe. C'est sûr que quand vous l'utilisez, des fois, la fin de semaine, ça peut être plein. Alors, là, ce qui arrive de ce temps-ci, c'est que c'est complètement plein, souvent. Alors, on a quand même des bénévoles qui viennent régulièrement la vider. Je vous dirais que... Mais je demande aux gens d'être un petit peu patient parce que c'est sûr que là, on a à traiter les 9 mois où on a été fermé. Ça, alors ici, voyez-vous, on a un petit peu à l'abri. Alors voilà, on ouvre, on dépose notre sac, puis on referme la trappe. Voilà. Alors ça sert pour tout ce qui est vêtements, tout ce qui est tissu. C'est sûr que si vous avez de la vaisselle, si elle n'est pas bien emballée, c'est certain que si en arrière c'est libre, à ce moment-là, on risque de tout casser. Alors c'est pour ça qu'on demande aux gens à ce moment-là de l'apporter quand on va être ouvert. Dans les prochains mois, le SOS Accueil fera une ouverture officielle avec tous ceux et celles qui ont collaboré à cet énorme projet. On pense notamment à l'entreprise Côté et Fils qui était en charge de la construction du bâtiment. On entend à nouveau Mme Caillé. Effectivement, et tout ce que je voudrais aussi remercier, c'est tous les entreprises qui ont travaillé avec Côté et Fils, naturellement. Alors, il y a eu de la coordination, tout ce qui était avec Construction Côté et Fils. Et on pourra renommer aussi tous les entrepreneurs qui sont venus, qui ont travaillé, alors qui ont fait un travail extraordinaire sur toute la ligne. Alors, dans une deuxième étape, on pourra vous informer de tout cet aspect-là. On a pris possession de la bâtisse, je dirais, fin décembre. Et naturellement, qu'on était à l'époque dans nos paniers de Noël et dans l'arbre enchanté. Alors, on est arrêté un petit peu pour la période des fêtes et dès le 4 janvier, on a repris nos activités. Écoutez, les bénévoles ont été extraordinaires sur toute la ligne. Je vous dirais que je suis impressionnée de tout le travail qui s'est fait, que toute la logistique, de tout installer, de tout... là, vous envoyez juste une petite partie, mais ça a été... je suis tellement reconnaissante avec tous les gens qui ont donné des heures et des heures et des heures à vouloir qu'on soit capable d'ouvrir. Alors, depuis le 1er février, alors on a commencé nos opérations et on en est très heureux et très fiers.
Le SOS Accueil de Saint-Raymond est ouvert les mardis et jeudis. Voici pour une dernière fois Madame Reine-Caillé, présidente. C'est agréable de peut-être attendre à nos 2 jours d'ouverture. Alors, on est toujours ouvert le mardi, le jeudi. Les gens peuvent venir porter leurs choses. Ils peuvent il y a toujours des gens à côté de la porte de garage. Il y a toujours une façon d'entrer là si les objets ne rentrent pas dans la chute à linge. Alors, ça serait la façon de procéder. Mardi, jeudi, de 9h à 11h30, puis de 1h à 4h. Et puis, on va être ouvert le premier samedi du mois, alors en mars. Le 2 mars, pardonnez-moi. Alors, ça va être le 2 mars qu'on va être ouvert le samedi matin, alors de 9h à midi. Alors, encore là, les gens qui travaillent la semaine puis qui ne peuvent pas venir, on comprend ça très bien. Mais à ce moment-là, ils pourront venir déposer leurs objets le 2 mars. C'était Danick Julien pour CJSR. Au retour, on parle du défi de course à chien Dion Sport et Charles Laviolette nous livre un reportage sur l'avenir d'Artefacts urbains. La deuxième saison de la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est officiellement commencée. Ben oui, Kéliane, jusqu'au 6 mai 2024, les Verts, les Bleus et les Jaunes vont s'affronter ici au Cinéma Alouette. Oui, c'est à tous les lundis à 19h et les postes vont ouvrir à 18h30. Ah, t'as oublié de dire que c'était gratuit ce coup-là. Sérieux Jean-François, t'es vraiment pas d'allure. Faut vraiment pas. Oui. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. La course à chien de traîneau, le défi hivernal de Dion Sport, devait se tenir en fin de semaine les 24 et 25 février. Cette dernière a malheureusement dû être annulée en raison de la faible quantité de neige sur le territoire. Évidemment, ça touche une bonne partie du Québec, selon ce qui nous a été dit par l'organisatrice Flavie Morin-Doré. L'organisation du défi espérait que cette 3e édition soit à l'image des 2 précédentes, mais avec si peu de neige, il n'y aurait pas été possible de tenir l'événement en garantissant la sécurité de tous les participants. Le défi avait débuté à proximité de la piste, devait débuter à proximité de la piste d'accélération de Pont-Rouge. En 2022, plus de 600 chiens avaient été présents lors de l'événement pour un total de 170 départs. 50 bénévoles avaient participé à la tenue de cet événement. L'entreprise portneuvoise spécialisée en événementiel, mais pas que, Artefacts urbains, déménage dans un nouveau bâtiment situé à Saint-Marc-des-Carrières au courant de l'année. Pour découvrir un peu plus au sujet de l'entreprise et de ses plans, Charles Laviolette s'est entretenu avec Jeanne Couture. Voici son reportage. Installé depuis 7 ans à Saint-Casimir, Artefacts urbains vient tout juste de se porter acquéreur d'un nouveau bâtiment qui est davantage en adéquation avec ses besoins. L'entreprise, qui a connu une rapide croissance, se prépare à déménager à Saint-Marc-des-Carrières. Artefacts urbains, d'abord, on est une entreprise de Portneuvoise qui fait la mise en valeur culturelle, une entreprise qui réalise des projets événementiels sur tout le territoire, je dirais, de la capitale nationale. On travaille aussi dans la région de Lévis. Et on a une vingtaine d'employés chez nous, puis on a une division donc événementielle, une division accompagnement culturel pour réaliser notamment des politiques culturelles pour des villes, des MRC. Et on a même une division qui date de 3 ans en archéologie, donc une équipe d'archéologues qui sont basés à Québec et on réalise des contrats d'archéologie partout sur le territoire de la province. L'entreprise et l'organisme, on s'est établis à Saint-Casimir il y a de cela 7 ans à peu près. Moi, je suis arrivée, j'ai acheté ma maison à Saint-Casimir il y a 8 ans, puis j'ai amené mon entreprise qui a grandi avec moi ici. On loue des bureaux depuis presque 5 ans maintenant là, à Saint-Casimir ici, puis on va déménager dans un bâtiment qu'on a acheté à Saint-Marc-des-Carrières très bientôt. C'est vraiment adapté, donc c'est très industriel comme bâtiment, mais c'est vraiment ce qu'on a besoin parce qu'on a d'abord beaucoup d'entrepôts, beaucoup de besoins d'entreposage. Des besoins de manutention. Là, on a besoin d'avoir de l'espace pour bouger, un grand stationnement et de l'espace pour mon équipe. Puis là, donc, on va être en travaux parce que le bâtiment n'est pas tout à fait adapté. C'est juste un entrepôt en ce moment. Donc, on va y ajouter toute une partie bureau. Donc, 100% de l'équipe va être là maintenant.
En plus de tous les services qu'elle offre, l'entreprise Artefact Urbain chapeaute également le musée ambulant, un organisme qui œuvre à démocratiser l'art, un concept qu'on nomme la médiation culturelle. Le musée ambulant, c'est un OBNL culturel. La mission du musée ambulant, qui existe depuis maintenant 7 ans, c'est d'aller à la rencontre du public là où il se trouve. Donc, c'est un musée nomade qui se déplace. Alors, on va se déplacer dans les écoles, dans les festivals, dans les CPE, dans les centres pour personnes âgées, par exemple. Et on va installer une architecture temporaire, donc des chapiteaux. On présente des œuvres d'artistes en art visuel, en métier d'art professionnel. Et on fait vraiment découvrir les œuvres via la médiation culturelle. Donc, on a une équipe de médiation qui sont là pour discuter avec le public, présenter les œuvres, aller chercher leur réaction, si on veut. Donc, on se promène partout à l'année. Actuellement, on travaille à l'extérieur, dehors, dans des festivals hivernaux. La médiation culturelle, ça permet de démocratiser l'art, en fait, de rendre ça plus accessible. Ça va être quelque chose qui va parfois être intimidant, donc des projets culturels, de théâtre, de musique, de cinéma, même en art visuel. Donc, quand on n'a pas de repères ou quand on n'a pas d'explication, des fois, ça va être plus compliqué de bien comprendre les œuvres. Donc, ça nous permet d'être plus accessible, mais aussi d'avoir, je pense, une meilleure expérience artistique comme visiteur. Là, on a une meilleure expérience, puis on va s'en rappeler plus longtemps, à mon avis. Non, c'est pas grave, je vais monter, je vais faire. Et lui, est-ce qu'il faut vraiment voir. Ce qui est intéressant avec notre entreprise et notre organisme là, dans la région aussi de Portneuf, c'est que ça permet à des gens qui travaillent en culture de vivre de ça en région, parce qu'il y a quand même peu d'opportunités d'emploi au niveau culturel en région. On va surtout voir ça à Montréal, à Québec. Donc, ça offre en fait des emplois de qualité en culture, mais en ayant un cadre de la campagne. On peut habiter en région et avoir une job en culture, ce qui est quand même vraiment une fierté pour moi de pouvoir de proposer ça à mon équipe ici. Il y a beaucoup d'avantages pour moi d'avoir parti d'une entreprise en région. D'abord, ça nous a permis d'avoir accès à la propriété comme individu. Donc, évidemment, les maisons qui sont moins chères. Donc, à partir de là, j'ai pu travailler de la maison et aussi économiser des sous au niveau de la location d'espace. Qui sont beaucoup plus chers à Québec. Nous, on était à Québec avant, versus en région. Donc ici, ça nous a permis de payer un loyer qui est beaucoup moins élevé qu'en ville, d'avoir un plus grand pied carré et donc de croître plus vite parce que tes frais de fonctionnement, donc les frais de loyer, sont beaucoup moins élevés. Donc on peut grossir l'entreprise, engager des gens plutôt que de payer des loyers. C'est sûr que ça nous a permis, donc, plus qu'il y a de gens dans l'équipe, plus on peut faire de projets et plus l'entreprise grandit, dans le fond. Donc, moi, je le conseille vraiment à tout le monde. La municipalité de Saint-Casimir a tenu le 19 février dernier la présentation du nouveau plan stratégique pour son développement. Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette présentation et on peut découvrir le plan d'action en résultant. La mairesse Lise Baillargeon explique que le plan accompagnera toutes les actions de la municipalité, comme il est un outil de choix pour assurer une gestion dynamique et moderne. Dans l'introduction du plan stratégique, on apprend que celui-ci a été réalisé en prenant compte de l'indice de vitalité économique qui est de moins 9,13 % à Saint-Casimir. Une liste d'enjeux a été dressée pour aider le futur de la municipalité. Dans les enjeux majeurs, on lit qu'il faut dynamiser et valoriser la municipalité. Il faut aussi mettre des efforts pour augmenter l'offre d'activités sociales pour toutes les tranches d'âge de la population. Dans les enjeux jugés élevés, Saint-Casimir veut inciter les familles à s'établir chez elles tout en pouvant y rester à long terme. De plus, la municipalité veut respecter l'environnement tout en garantissant la sécurité sur ses routes. Et finalement, dans les enjeux jugés importants, Saint-Casimir va encourager l'implication citoyenne, bonifier l'offre de logements de qualité et améliorer les services en santé sur son territoire. Vous pouvez trouver l'entièreté de ce plan stratégique sur les réseaux de la municipalité de Saint-Casimir.
Dans ses fonctions, l'organisme de bassin versant, la CAPSA, épaule les municipalités et villes de Portneuf pour la gestion de leur milieu humide, tout comme la gestion de leur eau potable, entre autres. Les équipes de la CAPSA travaillent avec plusieurs municipalités de Portneuf pour justement dresser des plans pour l'eau potable, mais aussi informer la population des meilleures mesures à prendre au niveau de la gestion de ces eaux-là. En entrevue avec Marie Moulin de la CAPSA, nous avons appris un peu ce que fait l'organisme en matière de gestion de l'eau potable. Voici cette entrevue. On rejoint en studio Marie Moulin, ingénieure forestière de la CAPSA. On parle justement des enjeux qui touchent les municipalités portneuvoises. Marie, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Pour la CAPSA, quelle est votre façon de mettre en place des plans de protection d'eau potable pour les municipalités de Portneuf? Bien, tout d'abord, pour mettre en place ces plans de protection, il faut savoir que c'est une approche volontaire des municipalités. C'est pas une obligation réglementaire pour elles de les mettre en place. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a offert notre service à plusieurs municipalités de la MRC de Portneuf parce qu'il y a eu une opportunité de financement du gouvernement. Puis c'est vraiment... On est là pour accompagner les municipalités, mais c'est elles, à la fin, qui vont accepter le plan puis qui vont prendre les grosses décisions de ce plan d'action. Puis c'est une démarche, donc on veut vraiment qu'il y ait en concertation et en consultation des différents acteurs. Avec la municipalité, on travaille vraiment avec eux parce qu'ils sont au courant de choses sur le terrain que nous, on ne peut pas deviner. Donc ce que ça va faire au final, c'est que le plan d'action, il va vraiment être réalisable par les municipalités vu que ça va être fait en collaboration. Puis aussi, on va consulter les différents acteurs du milieu, les acteurs qui sont incontournables. C'est pour ça qu'on a par exemple organisé des rencontres d'information publique. Ça nous permettait de prendre en compte l'avis de la population qui sont les consommateurs d'eau ou les personnes qui habitent autour des prises d'eau potable. Et quand vous faites ces fameux plans-là, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce genre de plan? Ce plan de protection, donc c'est un plan d'action. Ce que ça contient, c'est que ça va prendre en compte les activités puis les menaces qui peuvent impacter les prises d'eau potable. Par exemple, une menace peut être un champ agricole qui est proche de la prise d'eau potable. Et ça va détailler quelles mesures d'atténuation on peut mettre en place, comment les mettre en place, en combien de temps, combien ça peut coûter. Comme vraiment le plan d'action pour que la municipalité, après, elle va juste regarder ça puis le mettre en place. Et les mesures d'atténuation, ça peut être simplement demander à l'agriculteur s'il utilise des engrais ou des pesticides, de les stocker d'une manière sécuritaire en dehors de l'aire de protection de l'eau. Il peut y avoir vraiment des mesures d'atténuation très variées selon toutes les menaces qui sont spécifiques à chaque municipalité. Marie, vous avez, la CAPSA, réalisé des rencontres d'information avec le public, les citoyens. Ça a été le cas notamment à Deschambault, je pense, en décembre. Il y en a eu d'autres plus récentes aussi. Est-ce qu'on aperçoit du côté de la CAPSA que les populations ont à cœur ces enjeux-là pour l'eau potable? Bien, c'est sûr qu'on pense que l'eau potable, c'est comme l'enjeu qui réunit le plus les citoyens parce que tous les citoyens sont des consommateurs d'eau potable. Toutes les personnes en prennent au moins 1 litre d'eau par jour. Donc, ils sont tous conscients que la qualité de cette eau peut être très problématique pour la santé parce que c'est au quotidien qu'on en consomme. Donc, on a trouvé qu'il y avait quand même une belle mobilisation citoyenne au cours des rencontres d'information publique puis que ça leur tient à cœur. Vous nous avez parlé justement de certains enjeux, mais est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin au niveau de ce qui peut toucher les municipalités en matière de gestion d'eau potable? Les problématiques qu'ils peuvent vivre, c'est autant des problématiques de quantité d'eau que des problématiques sur la qualité d'eau. Parce que la première problématique sur la quantité, les nappes phréatiques, l'eau qui est dans le sol, c'est pas une ressource qui est inépuisable. Donc ça peut poser des problématiques pour les municipalités si elles comptent se développer. C'est comme une contrainte au développement de prendre en compte est-ce que leur ressource sera suffisante ou pas. Puis pour la qualité, donc il y a des enjeux vis-à-vis de la qualité de l'eau brute, par exemple. Ça, c'est l'eau qu'on puise avant que l'eau soit traitée et distribuée. Si l'eau brute est de mauvaise qualité, les municipalités, elles peuvent avoir des coûts importants pour la rendre potable, pour la traiter. Puis aussi, il y a des études qui ont montré que quand une eau
il y a des bactéries dedans, la municipalité émet des avis d'ébullition. Mais plus une municipalité émet d'avis d'ébullition et sur une longue période, ce que ça fait, c'est que le prix des maisons généralement diminue. Il y a comme une corrélation, il y a un impact financier de la qualité de l'eau sur le prix foncier des maisons. Donc, si on prend justement l'exemple des avis d'ébullition, si vous allez voir une municipalité qui en fait quand même beaucoup, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire dans votre plan d'action pour aider la municipalité à arrêter ou du moins diminuer ces avis d'ébullition-là pour qu'il y ait en fait moins de bactéries dans l'eau potable? Ben, c'est sûr que quand on fait le plan de protection, on regarde depuis par exemple les années 80, on regarde toutes les tests d'eau que la municipalité a faites jusqu'en 2023 parce qu'on ne connaît pas les années qui suivent, puis on regarde tous les paramètres, que ce soit des bactéries, des nitrites, qui ont eu des dépassements ou qui se rapprochent de la norme. Puis tous ces paramètres, on se dit, c'est à cause de quoi? Si c'est des bactéries, ça peut être à cause d'installations septiques, ça peut être à cause de l'agriculture. Et selon donc les causes potentielles, on va leur proposer des mesures d'atténuation qui ont un rapport finalement. Dans les mesures d'atténuation, je sais que vous en avez parlé un peu plus tôt, mais en profondeur, c'est quoi les choses qui peuvent être faites pour ce genre d'enjeu-là? Pour l'enjeu des bactéries, par exemple. Par exemple, si on soupçonne que ça vient d'installations septiques, on peut leur proposer de faire la caractérisation des installations, d'aider financièrement les personnes à les rendre conformes s'il y a quelque chose qui fuit ou pas. Si ça provient de l'agriculture, en concertation avec l'agriculteur, de regarder qu'est-ce qui peut adapter ses pratiques à la réalité d'une prise d'eau potable qui est proche. Donc, c'est comme des exemples, mais je ne peux pas aller précisément parce qu'il faudrait vraiment un cas concret. Puis, on n'est pas encore rendu à l'étape des mesures d'atténuation avec les municipalités. Marie Moulin, ingénieure forestière à la CAPSA, qui vient nous parler justement des plans de protection, des plans d'action pour la protection de l'eau dans les municipalités de Portneuf. Avec quelle municipalité travaillez-vous en ce moment là, dans la région? On travaille avec Sainte-Anne-de-la-Pérade, Saint-Basile, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond et Deschambault-Grandville. Donc 5 municipalités de la MRC. Donc, mais également avec Sainte-Anne-de-la-Pérade. Oui, c'est vrai que c'est pas la MRC de Portneuf. Un petit peu plus loin. D'accord. Et puis, est-ce qu'il y a des... parce que là, vous avez commencé ça. Est-ce que ça fait longtemps que c'est commencé, ces démarches-là? Ou... C'est pas mal depuis 3-4 mois. Il y en a une, on a commencé tout à l'été dernier, Saint-Basile, parce que ça dépendait d'à quel moment on les a approchés ou pas. Puis ça va s'étirer jusqu'au mois de décembre 2024. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était l'ingénieure forestière de la CAPSA, Marie Moulin. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Le défi aux entreprendre tiendra cette année sa 26e édition. Le défi est l'occasion pour les entrepreneurs en devenir dans la région de Portneuf de faire valoir leur projet en bénéficiant d'un soutien dans le milieu. J'ai discuté avec la conseillère aux entreprises Diane Martineau à ce sujet. Voici cette entrevue. La 26e édition du défi Ose entreprendre dans Portneuf et dans la région de Québec est commencée. Les gens ont jusqu'au 12 mars pour s'inscrire. Pour parler de ça, nous avons avec nous la conseillère d'entreprise à la MRC de Portneuf, Diane Martineau. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir. Bien, merci d'être des nôtres. Le défi Ose entreprendre, bon, ça fait 26 ans que ça existe. Les gens commencent à connaître, mais c'est quand même une très bonne initiative là, pour encourager l'entrepreneuriat dans la région. Oui, ça encourage surtout, il y a plusieurs volets. Il faut savoir qu'on a le volet scolaire qui encourage les jeunes à découvrir l'entrepreneuriat. Oui. On a le volet création d'entreprise qui amène les gens, qui accompagne les gens en démarrage d'entreprise. On a le volet faire affaires ensemble qui, eux, favorisent les maillages entre les entreprises de la région. Puis on a finalement le volet réussite Inc. qui s'adresse aux entreprises qui ont participé au défi il y a plus de 5 ans, qui sont toujours en activité. Donc ça, en fait, là, on a parlé un peu des catégories du défi aux entreprendre, mais
on touche quand même à l'entrepreneuriat en général là, pour chacune de ces catégories-là. Un peu plus tard, on va y revenir parce que dans la 25e édition, j'ai la liste ici des lauréats pour le niveau local, mais il faut quand même dire, et vous me disiez en avant d'entrer en entrevue, Mme Martineau, qu'il y a quand même plusieurs volets là, pour le défi aux entreprendre. Il y a le volet local qui est Portneuf, ensuite le régional qui est la grande région de Québec, et national, c'est encore plus... Oui, c'est ça, c'est toute la province de Québec. Pour se qualifier, les entreprises qui vont être lauréates au niveau local, ici dans Portneuf, se qualifient automatiquement pour le volet régional. Les lauréats régionaux se qualifient pour le volet national à ce moment-là. Et justement, bon, vous l'avez parlé, il y a plusieurs catégories. Bon, l'année passée, il y avait l'initiative au privé dans la catégorie services aux individus. Ça ressemble à quoi, cette catégorie-là? C'est vraiment des entreprises qui offrent, comme son nom l'indique, services aux individus. Dans le cas d'entreprises au privé, eux offrent des services de prélèvement sanguin, de soins médicaux aux individus. Mais on peut avoir un bureau d'architecte, on peut avoir des services comptables, des entreprises qui vraiment offrent des services destinés aux particuliers. OK. Dans la deuxième catégorie exploitation, transformation et production, il y avait l'entreprise Le Beau Carreau, qui je pense, c'est une ferme florale. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. C'est une belle nouveauté. D'ailleurs, elle est en période d'inscription pour les bouquets pour l'année prochaine. Okay. Mais c'est une entreprise, justement, qui produit des fleurs ici à Saint-Raymond. Mais cette catégorie-là s'intéresse autant à la production agricole qu'agroalimentaire et à la transformation. Quelqu'un qui fait des confitures chez lui peut s'inscrire à cette compagnie-là, par exemple. Catégorie-là, excusez-moi. Prochaine catégorie, il y avait services aux entreprises. L'année passée, pour la 25e édition, c'était Nature et Associés. Oui, exactement. Une entreprise qui fait des sentiers de vélo de montagne ou de randonnée, ici, toujours à Saint-Raymond. Dans cette catégorie-là, c'est vraiment des gens qui offrent des services aux entreprises plus qu'aux individus. Je vois là-dedans, tout à l'heure, je vous ai dit comptable, mais comptable pourrait appliquer également dans cette catégorie-là. C'est vraiment une offre de produits destinés aux entreprises. Je comprends. Donc, on peut penser comme exemple, service de nettoyage pour l'entreprise, ça pourrait rentrer là-dedans. Exact. Là. Quand la clientèle cible de l'entreprise. C'est ça. Je comprends. L'épicerie en boiserie qui est tout juste à côté là, des silos de TJSR, elle, c'était dans la catégorie commerce qu'elle s'était distinguée. Pour vous parler un peu de la catégorie commerce? Commerce, bien ça, c'est très, très large. On parle de tout ce qui est commercial. Là, ça peut être une cordonnerie, on avait une petite épicerie locale. On peut avoir plein de trucs là-dedans, mais le but de l'entreprise, c'est vraiment le commerce de produits. Ils achètent des produits et ils les revendent. Finalement, la dernière catégorie, c'était coup de cœur. Et l'année passée, c'était les productions Chêne Dubé qui avaient été lauréates là-dedans. C'est quoi la catégorie coup de cœur? Coup de cœur, c'est une catégorie... la façon dont on procède, là, on a jusqu'au 12 mars pour accumuler toutes les mises en candidature. On forme un comité jury qui est constitué d'intervenants, souvent du monde financier, de professionnels qui jugent les candidatures. Puis on choisit un gagnant dans chacune des catégories, mais il y a souvent une entreprise que c'est un coup de cœur, mais il manque juste un petit quelque chose pour se qualifier. Fait que c'est notre entreprise coup de cœur. En voulant dire, wow, c'est beau ce que tu fais. Il me manquait juste une petite affaire pour être sélectionné. Là. Donc, il y a une catégorie pour ça également. Oui. Donc, vous l'avez dit, c'est jusqu'au 12 mars. Et là, la raison pour qu'on fait l'entrevue, justement, c'est pour ceux et celles qui sont dans des entreprises, ont débuté des entreprises, puissent s'inscrire. Mais est-ce que ça s'adresse seulement aux entreprises naissantes? Ça s'adresse à quel genre d'entreprise, en général, le défi aux entreprises? Bien, dépendamment de la catégorie. Si on s'adresse vraiment à création d'entreprise, il faut avoir fait des ventes. C'est tout le temps environ, si je vous dis le 15 mars de l'année précédente, et en voie d'en faire avant le 31 décembre de cette année.
Donc, on parle d'un tour de calendrier. Là. Oui, mais un petit peu plus. Une année et quart, là, à peu près. Okay. Là. Donc, des entreprises vraiment naissantes. Oui, là, oui. sûr. Par contre, pour la volet faire affaire ensemble, ça s'adresse aux entreprises qui ont des fournisseurs locaux. Okay. Plus ils ont de fournisseurs, plus ils augmentent à chaque année le nombre de fournisseurs locaux, plus ils ont des points dans cette catégorie-là. OK. Donc, c'est pas seulement des choses à entreprendre, comme c'est large, là, comme Bibit, j'ai envie de dire. Il y a autant des entreprises naissantes que des entreprises qui sont en grand développement qui peuvent justement participer. Oui, puis on a même Réussite Inc. Qui est jugé au volet régional, mais c'est pour les entreprises qui ont 5 ans et plus. Qui ont quand même bien réussi, qui sont toujours en activité, puis pour lesquels ça va bien, là. Diane Martineau, conseillère à la MRC pour les entreprises. Il y a un volet, on en a parlé tantôt, niveau pour les écoles, volet éducatif en fait, qui existe dans le défi aux entreprendre. Et l'an passé, il y a une école de Portneuf, une classe de Portneuf qui s'est extrêmement bien distinguée. Pouvez-vous nous parler un peu de ça et peut-être du volet scolaire également? Oui, bien, en fait, on a un professeur, moi je l'appelle le joueur étoile du défi aux entreprendre Portneuf, c'est Mme Mélanie Perron. Année après année, elle s'inscrit à sa classe au défi aux entreprendre. Puis l'année dernière, ils ont gagné au niveau national avec leur projet Les petits moments d'autrefois. Okay. Ça veut dire que c'était une des meilleures écoles de la province pour son projet. C'était un projet au cours duquel les élèves rencontraient leurs parentés, les grands-parents souvent, puis écrivaient un livre. Ils ont écrit un livre sur les histoires d'autrefois. Ce livre-là a été rapidement tout vendu, tout ça. Puis ça a fait que les élèves ont communiqué avec leur parenté, puis tout ça. Fait que ils se sont vraiment démarqués au volet national. Là. Donc le volet national, tu peux pas aller plus loin que ça. Non, là, après, c'est la All-Star. Là. OK, donc c'est une fierté quand même. Là. Oui. Et justement, si on parle du volet scolaire, la façon dont ça fonctionne, c'est que les enseignantes peuvent, en début d'année, commencer avec un projet avec les jeunes et après ça, on développe quelque chose dans ce style-là? Oui, exactement. Puis c'est développé sur longue haleine dans la classe. Là. Les élèves mettent en place le projet, le font une rétroaction de leur projet. Là. Puis d'ailleurs, un des commentaires de Mme Perron a dit c'est plus facile à enseigner les mathématiques quand les enfants comptent leur profit. Fait que c'est ça le but aussi du volet scolaire, c'est de rendre concret la matière. Là. Oui, il y a l'entrepreneuriat, mais il y a aussi les matières scolaires qui peuvent être plus concrètes pour certains élèves. Tout ça, je sais que l'année dernière, on a eu un volet au cours duquel des élèves récupéraient les vieux ordinateurs du centre de service scolaire, les mettaient aux normes du jour, puis les revendaient. Ou les fournissaient à des organismes. Ce projet-là aussi s'est démarqué également. C'est des beaux projets pour les élèves. Là. Ah, je comprends. Diane Martineau, conseillère aux entreprises, je vois que le temps a filé comme d'habitude. Donc, peut-être juste en terminant, réitérer l'invitation pour les gens qui nous ont entendus, qui auraient peut-être un projet. C'est jusqu'à quand le défi aux entreprendre pour l'inscription? Le 12 mars, 16h. C'est important, 16h, les barrières se ferment. On dépose sa candidature en ligne sur le site d'Ose Entreprendre. Puis l'avantage de déposer sa candidature tôt, c'est qu'on peut valider en amont. Si tous les documents sont là, tout est là. Puis là, on va valider que la candidature est vraiment complète. S'il manque quelque chose, on a le droit de communiquer avec eux. Fait que je vous invite à déposer vos candidatures rapidement. Pas à 16h, le 12 mars. À 16h, on n'a pas le temps de valider, c'est fermé. Là. Mais oui, si vous pouvez déposer rapidement, vous avez des chances supplémentaires. Bien, Diane Martineau, merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir. Merci. Bonne journée.
Plusieurs activités ont lieu ce week-end dans la région de Portneuf, que ce soit à Pont-Rouge, à Saint-Casimir et à Saint-Léonard. On va commencer par Saint-Casimir. Le nouveau club optimiste organise un tournoi de hockey bottine sur le terrain des loisirs. Ce tournoi familial sera accompagné d'une maquilleuse, d'activités cardio-familiales, de tir sur la neige, de glissade, sculpture sur neige et j'en passe. L'activité se tiendra le 24 février. Toujours le 24 février, maintenant du côté de Saint-Léonard, au camp de vacances Lac-Simon. Une importante journée familiale aura également lieu. En effet, il y aura de la pêche sur glace avec de l'animation, de la musique, des activités extérieures et une panoplie d'autres activités également. Le tout se déroulera entre 9h et 15h30. Finalement, c'est en fin de semaine que se déroule le Festiglace dans le secteur de l'île aux raisins de Pont-Rouge. L'événement attire des grimpeurs d'un peu partout et tente de devenir une référence en matière d'escalade sur glace. Les familles peuvent y aller pour profiter d'activités de plein air, tout comme de périodes d'essai à l'escalade de glace. La semaine dernière, on discutait avec l'organisateur, M. Danny Julien. Vous pouvez retrouver cette entrevue sur nos réseaux. Le temps est venu pour les employeurs de porter leur intérêt auprès de la MRC de Portneuf et du Centre de services scolaires pour participer au salon d'emploi qui vont avoir lieu pendant le mois de mars. Les entrepreneurs intéressés peuvent communiquer avec le service de développement économique de la MRC de Portneuf pour toutes les informations. À l'école Louis-Jobin de Saint-Raymond, le salon de l'emploi aura lieu le 12 mars, un mardi, entre 11h45 et 13h. Pour l'école secondaire de Saint-Marc, ce sera le lendemain, le 13 mars, toujours dans les mêmes heures. Et finalement, le 15 mars, ce sera au tour de l'école de Donnacona des Bergers, le salon de l'emploi pour les étudiants. Cette année, des tirages de trottinettes électriques sont organisés pour inciter les jeunes à visiter les différents kiosques. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf a organisé ce mercredi 21 février une visite de la nouvelle boutique Chico de Pont-Rouge, en plus de présenter les nouveaux membres de la Chambre aux membres existants. Aubert Tremblay était sur place. Voici son reportage. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf a choisi de tenir son dernier 5 à 7 chez Chico, à Pont-Rouge. On vend de la bouffe, on vend beaucoup d'articles pour animaux, puis on fait aussi des adoptions d'animaux. On a des chatons, des perruches et autres. Ces minous-là viennent du refuge Chapin, à Québec. Ils sont arrivés aujourd'hui, fait qu'ils sont vraiment stressés, les pauvres. Ça fait même pas une heure qu'ils sont avec nous. C'est des chatons de 1 an environ. Habituellement, ils sont plus jeunes. Okay. Puis on fait une rotation, en fait. Un coup qui se font adopter, mais on en a des nouveaux. Et vous les donnez, vous les vendez? Comment ça marche? On les fait adopter avec un coût de 320 $ en fait. OK. Nous, on vient de Laval. De Laval? On vient de la Rive-Nord de Montréal. On était sur une liste d'attente pour un Chico. Puis on s'est fait offrir ce site-là. Fait qu'on est venu visiter un beau jour d'été l'année passée. Puis on a été charmés par la petite ville. On a fait connaissance avec quelques entrepreneurs, dont la fromagerie du coin, le Mouton Blanc. Puis on est tombé sur le charme de Pont-Rouge. Vous étiez déjà dans le commerce des animaux, autour des animaux? Non, pas du tout. C'est là que ça se gâte. Ah! Dans le fond, moi, j'étais mécanicien automobile. OK. Puis moi, j'étais éducatrice pour les centres jeunesse. Ah bon? OK, mais tous les deux amoureux des animaux, je devais. Exact. Oh, okay, oui. On a ces 2 bêtes-là, puis on a 4 chats à la maison. 4 chats à la maison, OK. 4 chats de refuge, des petits rescues qu'on a pris sur notre aile. OK, c'est ça l'idée, là, justement. Là. Vous voulez pas faire un commerce juste comme non. Non. On veut on veut que le monde sache qu'on est ici pour plusieurs années, pour offrir du bonheur. On veut que les chats de refuge se fassent adopter. On fait pas ça pour de l'élevage. On est le premier au Québec à avoir le lave pitou. Quand on arrive pour nettoyer notre chien, on a des colliers ajustables pour les tenir à la barre pour pas qu'ils s'enfuient. Puis les bains sont à la hauteur pour bien travailler, pour pas se briser le dos.
Donc, c'est des hausses de jardin. C'est très simple. On nettoie notre chien. On a tous les produits accessibles qui sont shampoing, conditionneur. On a des serviettes, séchoirs et autres. Donc, c'est vraiment convivial pour le monde. Ça offre une possibilité entre le faire le dos barré dans la douche et la toiletteuse qui peut être plus dispendieux. L'événement a aussi été l'occasion de connaître de nouveaux membres de la Chambre de commerce. On offre des services dans les érablières du Québec. On vend de la tubulure. On est commerçant DSD Store, mais on vend aussi des équipements de d'autres manufacturiers du Québec. On offre des conseils dans les érablières sur l'installation. On fait aussi entaillage, désentaillage, l'installation. On vend de l'équipement neuf et usagé. Alors, dans l'usager, on offre aux acériculteurs de faire des remises à neuf sur leur évaporateur ou sur leur équipement. Alors, ça, c'est très intéressant parce que ça coupe beaucoup le prix. Donc, on est des infirmières cliniciennes qui offrent des soins de santé, dans le fond, privés. Donc, sans rendez-vous, avec rendez-vous. Donc, le but, c'est vraiment de permettre à la personne d'avoir accès à ses soins de santé à prix assez abordable, très rapidement, et puis éviter du travail et y aller selon son horaire. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on offre en ce moment? Des prises de sang, la vaccination. On fait de l'acquisition de multilogements en partenariat, on fait de l'optimisation, on refinance, on peut revendre selon le cas. On fait de la gestion, on fait de l'entretien, on a une licence RBQ, on est capable de faire des travaux. On est dans ce domaine-là. On a actuellement principalement dans la région de Québec, mais je suis nouvellement arrivé à Pont-Rouge, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans en financement entreprise. Donc, la petite entreprise, chiffre d'affaires 0,5 millions. Dans le passé, c'était Guillaume Parent. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu Guillaume. C'est moi qui reprends le flambeau là, pour tout le secteur de Saint-Raymond, Port-Neuf. Port-Neuf, Saint-Raymond, Pont-Rouge, évidemment. J'ai utilisé mon expérience et j'ai effectué un renouvellement de beaucoup de connaissances en la matière pour pouvoir accompagner les entreprises, les entrepreneurs, les dirigeants dans leur quête de revoir leur modèle d'affaires pour mieux naviguer à travers ces nouveaux défis-là. Les défis, on parle aussi de diversité dans les organisations. On a parfois 5 générations qui travaillent dans une même organisation. La diversité culturelle, la diversité de genre, la pénurie d'emploi, l'intelligence artificielle. Moi, je suis essentiellement journaliste, rédactrice, donc j'ai plusieurs clients. Par exemple, Le Soleil, La Terre de chez nous, le magazine Prestige, la revue Industrie et Commerce. Donc, je fais ça depuis plusieurs années, depuis 2006. J'ai aussi une autre branche à mes activités professionnelles qui, en fait, cette branche-là, c'est la sériculture. Alors, je fais du sirop d'érable et je fais de la transformation aussi de produits de l'érable. Et depuis quelques années, je me spécialise dans les visites touristiques. Donc, je me suis affichée sur Google et je me suis rendu compte que beaucoup de gens s'arrêtaient chez moi. Je suis tout près de l'autoroute 40 à Neuville. Avec les commentaires là, qui se trouvaient sur le site, ça amenait de plus en plus de gens. Donc, maintenant, toute l'année, je reçois essentiellement des touristes européens. Aubert Tremblay à Pont-Rouge pour CJSR. Dans les affaires policières importantes, 19 armes à feu ont été perquisitionnées à Saint-Raymond-de-Portneuf le 15 février dernier. Les policiers de l'équipe intégrée de lutte au trafic d'armes, l'ELTA, ont mené à bien cette opération qui avait débuté lors d'une enquête en septembre 2023, alors que le public avait été informé avait informé la Sécurité du Québec. Au cours de l'opération, ils ont procédé à 3 arrestations de 3 hommes et une femme âgés entre 38 et 48 ans. Kevin Lirette, 48 ans, la femme de 42 ans fut libérée, elle, avec engagement. Les 2 autres, âgés de 38 et 43 ans, ont été libérés par sommation. Au total, les policiers ont réquisitionné près de 1 000 $ en argent, environ 9 000 comprimés de méthamphétamine, 19 armes à feu, dont 4 rapportées volées et 1 cellulaire.
D'ailleurs, toujours au niveau de la Sûreté du Québec, une nouvelle zone neutre sera établie dans Portneuf et plus précisément dans la municipalité de Lac-Sergent. Il s'agit d'un endroit sécurisé pour procéder à des échanges de façon sécuritaire. Par exemple, un vendeur et un acheteur qui ont conclu une transaction sur le web peuvent s'y donner rendez-vous. Alors maintenant, passons dans les nouvelles. Le député Vincent Caron a annoncé au nom de la ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, l'octroi d'une somme de 91 300 $ à 2 médias communautaires pour Portneuf pour l'année 2023-2024. Ces médias sont la télévision communautaire de Saint-Raymond, qui reçoit 60 500 $, c'est JSR, et Multimédia Région Portneuf, qui reçoit 30 800 $, Clic Portneuf. La Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette poursuit ses activités ce lundi 26 février à partir de 19h. L'ouverture des portes se fait à 18h30 au cinéma Alouette. Vous voyez les images du match de la semaine dernière. On rappelle que 3 équipes performent cette saison et le match qui aura lieu la semaine prochaine se fera entre les Bleus et les Jaunes. Chacun de ces matchs sont par la suite diffusés sur CJSR. C'est ce qui complète Info CJSR. Merci à nos invités ainsi qu'à Luc, Carole et Tony de s'être occupés de la technique. Également Charles et Aubert pour les reportages. On se laisse avec des images d'activités hivernales. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.